Les dirigeants français inquiets, la crise s'aggrave. L'écrivain Hélène Parmelin et son mari quittent le Parti communiste. Logement, 250 000 HLM réhabilités en 3 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 3 minutes de répit dans l'actualité pour penser d'abord à Noël, plus exactement aux vacances des enfants qui, dans certaines académies, ont commencé dès aujourd'hui. C'est le cas notamment à Lille, avec cette année une expérience originale, 3 semaines de congé, mais expérience sans lendemain, on peut le dire d'ores et déjà. Elle sera abandonnée dans le prochain calendrier scolaire devant le nombre de réactions hostiles chez les enseignants comme chez les parents. Quoi qu'il en soit, à l'approche de Noël, on a envie de savoir le temps que nous réservent les cieux, et c'est la raison pour laquelle je me tourne vers Laurent Bromel. Vous savez qu'il neige sur Paris à gros flocons en ce moment. Oui, une forte averse de grêle, puis une averse de neige. Je vous rassure, les températures vont remonter dans les prochains jours avec l'arrivée par l'ouest de beaucoup de pluie, entraînée dans un tourbillon qui est centré sur l'Irlande. Alors on va avoir une journée de pluie, suivie d'une journée d'accalmie, et puis à nouveau une journée de pluie. Alors tout de suite, si vous le voulez bien, la carte pour demain. Vous le voyez, sur une partie du pays, il y aura encore des éclaircies et du soleil avec des nuages, en particulier sur la Méditerranée et les Alpes. Mais vous voyez, sur l'ouest et le nord-ouest du pays, arrivée d'une grande vague de pluie avec des vents forts soufflant en tempête sur la mer, sur les côtes de la Manche. Cette ligne de pluie traversera tout le pays du nord-ouest au sud-est dans la journée. Ça, c'est pour demain. On va passer à la carte d'après-demain. C'est finalement très simple. En effet, ces nuages qui étaient dans le nord-ouest achèveront de traverser le pays. On les retrouve le matin de l'Alsace aux Alpes et à la Corse, suivis sur le reste du pays dans le nord-ouest par des éclaircies avec des nuages et des averses encore nombreuses dans la moitié nord du pays et toujours des vents forts en mer. Un mot des températures maintenant. Eh bien, tandis que les températures maximales descendront car il y aura moins de soleil, les températures minimales, vous le voyez, seront en hausse. Moins de gelée, car évidemment la pluie arrive. Enfin, un dernier mot pour vous dire que dimanche, après une accalmie relative sur l'ouest samedi, une nouvelle vague de pluie arrivera par l'ouest et traversera tout le pays, parapluie et bottes de circonstances. Alors dans ces conditions, je ne renouvelle pas les traditionnels conseils de prudence, mais sachez d'ores et déjà que le dernier trimestre a vu un record impressionnant de tués sur les routes. La pente qui s'était infléchie remonte donc. La vie économique et sociale maintenant. Alors qu'on vient d'apprendre que 80 sera une année record pour les faillites, 17 000 en tout à peu près. On a surtout le regard accroché par la crise de l'automobile. Crise mondiale, Chrysler a lancé un appel pressant au gouvernement américain. Il veut une garantie de prêt pour un montant de 400 millions de dollars. Et Talbot annonce demain, vous le savez, 3 500 licenciements dans ses usines. La CGT et la CSL ont appelé à des manifestations séparées demain matin. À l'échelon du commerce, c'est toujours les échanges à baguettes mouchetées qui impressionnent. La nuit dernière, une boulangerie de Calais qui avait annoncé la baguette à 1 franc a été, vous le voyez, visitée et saccagée par des inconnus. D'autres boulangeries dans l'Eure-et-Loire, à Brest et dans toute la Bretagne ont suivi l'exemple de la Ciotat. Mais c'est que l'affaire ne se limite pas à la boulangerie. Voilà maintenant que ça bouge aussi dans la teinturerie. Un pressing marseillais a décidé en effet de casser ses prix, en allant même jusqu'à 50% des tarifs jusqu'alors pratiqués pour certains services. Nous allons voir comment. Ici, dans ce pressing de la galerie Mermoz à Marseille, qui à son tour casse ses prix, il vaut mieux parler de recherche d'un équilibre commercial. En effet, les 2 prédécesseurs de Mme Samolian ont fait faillite. Depuis avril, elle cherche donc des arguments de vente pour remonter la pente, ce qui n'est pas toujours facile. Vous avez les prix de combien? Oh, presque de 50%. Mais vous avez quand même 2 services. C'est-à-dire que vous ne vendez pas toujours, vous, le même pain. Ah non, je ne vends pas toujours le même pain, mais je fais 2 services. Service super économique et le service traditionnel, celui qui reste finition main, détachage à la main, terminé vraiment à la perfection. Alors comment vous allez vous en sortir? Parce que je crois 8 francs pour un pantalon, c'est pas beaucoup. Ben si, je pense m'en sortir avec une petite majoration, mais je pense m'en sortir. Le problème est maintenant de savoir si le cas de Marseille peut rester un exemple limité ou bien si d'autres vont suivre. A priori, ça semble difficile, nous dit Gérard Dalmas, qui effectue une enquête dans la profession. Avec les coups de baguette magique et l'initiative de la teinturerie marseillaise, la bagarre des prix cassés est-elle au début d'une véritable et bonne contagion ou ne s'agit-il que de plusieurs éclosions ponctuelles permises à des services ou fabrications fonctionnant en famille avec un personnel réduit, voire débutant? Bien trop tôt pour se réjouir, répond le ministère de l'économie. Pour l'instant, c'est un succès symbolique, car l'affaire n'est pas simple.
nos 10 000 teinturiers blanchisseurs travaillent sous le régime des prix libres, ce qui donne 3 niveaux de service: économique, ou soigné, le cas de ce magasin parisien, ou encore haute qualité. Soit, pour l'exemple le plus courant de pièces à nettoyer, le pantalon, une fourchette maximum allant de 9 francs à 30 francs. On peut baisser les prix, oui, on peut faire un effort de baisser les prix, mais il faut pour cela qu'il y ait un nombre de vêtements suffisant pour pouvoir combler, si vous voulez, cette baisse de prix. Si on fait l'effort de baisser les prix de 20 ou 30%, ou même plus, à ce moment-là, il faudrait que l'on double le tonnage de vêtements pour pouvoir retomber sur les charges qui aujourd'hui ont très fortement augmenté. Et vous tombez dans un personnel relativement qualifié, il faut tout de même lui assurer un certain salaire, et car il a des compétences, il a tout de même un travail derrière lui, un tuyautage ne s'apprend pas comme ça, un détachage c'est encore plus difficile, ne s'apprend pas comme ça, et il est tout à fait normal qu'il soit rémunéré en conséquence. Et la clientèle est exigeante à ce point de vue-là, elle exige un travail impeccable, sans tâche et très bien repassé. Ce pressing base ses prix sur son travail soigné, la population locale et la concurrence, un cas très fréquent. Donc, une baisse spectaculaire est très improbable pour la majorité des commerces. Pourtant, les consommateurs attendent les exceptions maintenant. Alors, à qui le tour de dégraisser les prix ? La politique maintenant, quelques télégrammes. D'abord le sondage du jour, c'est Paris Match qui le publie. Giscard 52, Mitterrand 48, Mitterrand remonte. François Mitterrand, dont l'un des lieutenants, Laurent Fabius, a comparé ce matin dans le quotidien de Paris le chef de l'État à Louis XIV. Par ailleurs, le PS s'en est pris aux mesures annoncées pour les personnes âgées. Le discours du président de la République est, dit-il, lénifiant, paternaliste et hypocrite. Le projet Sécurité et Liberté, interruption tout à l'heure due à l'hommage solennel à Joël Le Teul en l'église Saint-Louis des Invalides. Donc les parlementaires ne devraient pas achever leurs travaux avant minuit. Les députés qui se sont par ailleurs élevés contre les atteintes portées à l'usage du français, un appel lancé par une commission d'enquête présidée par Xavier Degnaud. Et puis au PC, deux départs, deux intellectuels, militants de poids et de longue date, la romancière Hélène Parmelin et son mari, le peintre Édouard Pignon. Hélène Parmelin dit pourquoi à Jean-Claude Darigo. Je ne sais plus très bien ce que le mot communiste veut dire aujourd'hui. Si vous voulez, il me semble que si communiste il y a, le premier devoir d'un communiste devrait être aujourd'hui de dénoncer les pouvoirs communistes dans le monde. Si le Parti communiste français l'avait fait, nous y serions restés. Est-ce que vous voulez dire que ceux qui voteront pour M. Marchais aux prochaines élections présidentielles mèneront le pays, disons, dans une situation catastrophique? Nous avons dit dans notre déclaration de départ que nous, sous Staline, militants entrés au Parti communiste, hélas, les yeux fermés, et je ne dis pas ça comme excuse parce que pour moi il n'y a pas d'innocent, à ce moment-là au moins nous avions un certain alibi terrible de l'ignorance. Je dis qu'aujourd'hui tout est su, depuis le goulag jusqu'aux actions actuelles de l'Union soviétique et du Parti communiste qui est son féal. Et je dis que participer aux actions de ce Parti communiste, approuver ce Parti communiste, voter également pour ce Parti communiste, c'est se rendre malgré tout complice de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans les pays dits socialistes, et y compris en France, où on peut mener aussi la classe ouvrière dans des voies dangereuses, et à ce moment-là, ceux qui feront ça n'auront plus aucun alibi d'ignorance. Alors, madame, ce soir, c'est le regret dans votre cœur, la tristesse? C'est ni regret, ni tristesse. C'est un certain soulagement d'être une fois de plus dans notre vie en adéquation totale avec nos idées pour un socialisme dans la liberté, donc ailleurs. Et puis il y a cette petite phrase du Premier ministre, telle que l'a reproduit toute la presse aujourd'hui, une petite phrase qui a surpris, une phrase prononcée hier soir au cours de la réception offerte par le président du groupe UDF de l'Assemblée, Roger Chineau. Le monde entier autour de nous, a dit Raymond Barre, est un monde qui vacille.
Des propos donc très pessimistes, Noël Coppin. Eh bien oui, il est certain que cette formule présente une vision assez dramatique du monde. Il est vrai qu'il y a Bali et ces prix du pétrole dont on a beaucoup parlé tous ces jours-ci, qu'il y a cette crise de l'automobile dont vous parliez il y a quelques instants, qu'il y a tous ces pays qui s'endettent. Et lorsque l'on entend Raymond Barre dire que les pays en voie de développement peuvent s'effondrer d'un jour à l'autre, on pense à ce que nous disait Béchir Benyamed hier à Antenne de Midi, le tiers-monde est assassiné. Il est vrai que pour Raymond Barre, la France est relativement protégée. Certains ironiseront peut-être sur le fait que la situation paraît moins sombre chez nous quand on la dépeint un peu plus noire autour de nous. Et M. Barre souligne les difficultés que rencontre la France et comme tous ces temps-ci, on a eu tendance souvent à l'opposer au président de la République. Eh bien, M. Barre rappelle que ce qu'a dit le président de la République il y a quelques jours à l'OCDE est un discours de même nature que le sien. Pour sa part, il maintient contre vents et marées qu'il n'y a pas d'autre politique que la sienne et si l'on veut, dit-il, faire une contre-épreuve de sa politique après les élections présidentielles, cette contre-épreuve aboutira avant 6 mois à un échec. Il faut dire qu'actuellement, il a un avantage, c'est qu'il n'est pas candidat. Eh bien oui, M. Barre apparemment ne se soucie pas directement en tout cas de l'élection présidentielle. Il parle de plus en plus souvent et son langage est de plus en plus celui de l'antidémagogie, celui de l'anti-électoralisme et l'on a parfois l'impression qu'il veut bien montrer que parce qu'il n'est pas candidat, il est lui libre de tenir ce langage et qu'il veut amener aussi ceux qui sont candidats ou ceux qui le seront à ne pas trop s'éloigner des problèmes qu'il pose lui-même. Il faut dire qu'en ce moment, ces sondages sont au plus bas. Un hebdomadaire, les Nouvelles Littéraires, réclame dans sa couverture son départ. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, dans les mois à venir pour le sort personnel de Raymond Barre? Eh bien, si vous me demandez de faire des pronostics, je dirais qu'il me paraît quand même assez probable que M. Raymond Barre restera à l'hôtel Matignon jusqu'à l'élection présidentielle, tout simplement parce que son départ aurait quand même peu ou prou l'allure d'une crise et qu'il est quand même peu probable qu'il puisse y avoir une crise au sommet de l'État à quelques mois des élections présidentielles. Mais je dirais de la même façon qu'il me paraît tout aussi probable que Raymond Barre ne sera plus Premier ministre après l'élection présidentielle, même si c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est élu. Pour l'heure, tant qu'il est à Matignon, je crois que Raymond Barre travaille à parachever son image pour l'avenir. En tout cas, la situation économique est là. La reprise de la consommation en octobre a déjà fait long feu puisque les Français ont acheté moins en novembre, 4% de moins exactement. Parmi les catégories sociales qui revendiquent en ce moment, les éboueurs, quelques 200 conducteurs de bennes ont fait le siège de l'Élysée pratiquement toute la journée, bloquant un certain nombre d'heures la circulation pour obtenir une augmentation d'environ 300 francs. Ils ont été reçus au ministère de l'Intérieur et devraient avoir une réponse de Christian Bonnet avant demain soir. Les incidents de Nanterre, les 27 personnes déférées hier devant le parquet ont toutes été inculpées. 9 d'entre elles, en majorité membres du GUD, ont été écrouées. Et puis le point sur l'aide au logement, tel qu'il a été fait hier au Conseil des ministres, agrémenté de nouvelles mesures. Jean Pézieux. L'an dernier, 430 000 Français sont devenus propriétaires, soit 100 000 de plus par an qu'avant la réforme du logement, et cela notamment grâce à la nouvelle aide, l'APL, l'allocation personnalisée au logement. L'an prochain, l'État poursuivra son aide à l'accession sociale en attribuant le même nombre de prêts aidés à l'accession à la propriété, 140 000. Pour un logement d'une valeur de 300 000 francs, l'aide de l'État correspond à une subvention moyenne de 80 000 francs. Pour le logement locatif, l'État, l'an prochain, délivrera le même nombre de prêts aidés, 77 000, que cette année. Mais surtout, les économies d'énergie dans l'habitat seront accélérées. L'État se propose de financer un programme spécial d'amélioration de logements sociaux, moyennant une augmentation de ses subventions habituelles de 30 à 40%. Pour cela, 250 000 logements HLM en 3 ans seront améliorés. Des logements choisis parmi les plus dépensiers en énergie. L'objectif est d'arriver à obtenir une économie de chauffage de l'ordre de 50% pour ces logements. Il faut dire que le fioul domestique qui assure le chauffage de plus de la moitié des foyers est passé de 1 200 francs à 1 800 francs l'hectolitre en un an, soit une augmentation de 50%, entraînant avec elle la hausse des autres énergies. Et c'est de ce même pourcentage, 50%, qu'ont augmenté en un an les charges de chauffage. De plus en plus, les charges égales, voire dépassent le montant du loyer dans les HLM et sont de ce fait la cause de factures impayées en nombre croissant. S'agissant de l'État, lorsque le prix du fioul augmente,
les ressources fiscales, les taxes qu'il perçoit sur le fioul augmentent dans la même proportion, nous pensons qu'une partie de ces recettes pourrait être affectée à compenser l'incidence de l'augmentation des prix du fioul domestique sur les ménages les plus modestes, c'est-à-dire les bénéficiaires des aides personnelles. Plusieurs associations de locataires demandent, elles, que l'État réduise la TVA sur le fioul. Mais les recettes sur le fioul procurent plus de 3 milliards de francs à l'État. Et la réduction priverait les pouvoirs publics de 300 millions de recettes. Or, le gouvernement s'est toujours refusé à faire un tel cadeau aux propriétaires et aux locataires. Jean Menu à l'Élysée ce matin, le président de la CGC a été reçu pendant plus d'1 heure par le chef de l'État qui lui assurait que le projet de loi sur la représentation des cadres serait à nouveau présenté au Parlement au printemps prochain. Le chef de l'État qui s'est également prononcé en faveur d'une nouvelle définition du statut de l'encadrement. En ce qui concerne le statut de l'encadrement, il nous a remis une lettre nous incitant à ouvrir des négociations avec le CNPF et je pense qu'il exerce auprès du CNPF une incitation du même genre. Et en ce qui concerne les droits syndicaux du personnel d'encadrement, il nous a promis l'appui du ministère du Travail de façon à pouvoir mieux les définir. Dans ces conditions, est-ce qu'une candidature des cadres à l'élection présidentielle reste toujours d'actualité ? Ah oui, aujourd'hui nous n'avons pas négocié, hein. Nous avons ouvert des voies avec le président de la République et avec son appui. C'est le résultat des négociations qui vont maintenant s'ouvrir avec le CNPF et avec le gouvernement qui nous permettront de nous déterminer à la fin du mois de février. Peu de temps avant ce rendez-vous, le président Giscard d'Estaing s'était rendu dans les nouvelles installations de l'Institution nationale des Invalides. Il y a là plus de 150 invalides de guerre. Les bâtiments sont désormais rénovés. Des méthodes nouvelles de réadaptation et de rééducation sont expérimentées. Vous le voyez, on y pratique le fleuret et même les haltères. Ils furent médaillés aux Jeux Olympiques des handicapés, les derniers Jeux. Et nous en venons à l'étranger. En Irlande du Nord, Mme Thatcher a lancé un appel aux 40 grévistes de la faim pour qu'ils prennent le parti de vivre plutôt que celui de mourir. Ce sont ses propres termes. En Israël, la victoire très nette de Shimon Peres au sein du Parti travailliste et aux dépens de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin. Les travaillistes, vous le savez, sont dans l'opposition. Si le gouvernement Begin chute, c'est donc Shimon Peres qui le remplacera. Et puis au Tchad, on attend pour samedi à N'Djamena, la capitale, le colonel Kadhafi pour, je cite, un défilé de la victoire. Il semble donc pour l'instant que le conflit au Tchad soit provisoirement terminé, que toute intervention française soit pour le moment exclue, mais il nous a paru intéressant d'aller voir sur place, c'est-à-dire au Gabon, comment les Français pourraient éventuellement intervenir. Jean-Pierre Biondi. Ces jaguars à cocarde bleu-blanc-rouge, les habitants de Libreville les voient voler chaque jour au-dessus de leur tête. Ils forment la patrouille de 4 chasseurs et un ravitailleur implantés depuis peu dans la capitale du Gabon. Toutefois, les effectifs militaires français n'y ont pas particulièrement varié. Ils se composent toujours du 6e bataillon d'infanterie de marine, au total 550 hommes, et d'un élément air de 50 à 100 hommes selon les cas. Quand on y ajoute 4 avions porteurs, de troupes ou de matériel léger, on a là les éléments d'une force d'intervention à moyen rayon d'action. Ces jaguars ont une mission de présence, comme il en est de toutes les troupes françaises dans les territoires où nous sommes liés par des accords de défense. Cette présence implique des vols quotidiens? Alors là, il faudrait... quotidien, peut-être pas. Hein. Ils ont un certain rythme d'entraînement. C'est le rythme normal d'entraînement des pilotes. Ils reçoivent des directives à ce sujet de leurs différents commandements. Quoi. Commandant, depuis quand la patrouille de Jaguar est-elle à Libreville? Eh bien, nous sommes arrivés à Libreville il y a pratiquement un mois maintenant. On vous voit décoller tous les matins à Libreville. Vous allez toujours sur le Gabon ou vous avez aussi des objectifs à l'extérieur du Gabon? Nous effectuons des missions au-dessus du territoire gabonais, c'est-à-dire des missions de navigation basse altitude, c'est-à-dire d'entraînement quotidien, comme si on était en France. Et nous participons également sur le territoire gabonais à des missions en coopération avec les armées franco-gabonaises, comme la mission que nous avons effectuée ce matin.
Depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais fait d'intervention extérieure? Non. Vous n'êtes pas là au Tchad? Non. Pour le moment, aucun ordre d'alerte n'a été effectivement donné à la force française du Gabon. Mais la présence des fameux jaguars, coïncidant avec les événements de N'Djamena, est un élément non négligeable de la conjoncture africaine aujourd'hui. À propos de la Pologne, une mise en garde de la Pravda aux pays occidentaux contre les velléités d'une ingérence militaire, c'est la première fois. Et puis aussi, pour la première fois, un appel de Fidel Castro au Parti ouvrier unifié polonais, le leader cubain, est même allé jusqu'à dire qu'une intervention des pays du camp socialiste pour maintenir l'intégrité de la Pologne serait légitime. Enfin, Iran, exécution de l'ancien rédacteur en chef du journal de Téhéran, qui avait également collaboré au bureau de l'AFP dans la capitale iranienne. L'Iran qui multiplie des déclarations optimistes sur la prochaine libération des otages américains, peut-être même avant Noël. Nous allons achever ce rapide tour du monde par une escale qui va nous prendre un peu plus de temps à Pékin. Il faut dire que l'information est de poids, elle a passionné Libération, qui en a fait sa une, et elle nous vient de Shanghai. Selon un journal de là-bas, des chercheurs chinois auraient réalisé en 1967 l'insémination artificielle d'un chimpanzé femelle avec un sperme humain. But de l'opération, fabriquer une nouvelle race pour en faire des esclaves, des sous-hommes. La guenon a, paraît-il, été enceinte de 3 mois, mais elle a péri, et les gardes rouges ont cassé les éprouvettes. Ils ont interdit de nouvelles expériences. C'était pendant la révolution culturelle. Impossible, bien sûr, de vérifier si longtemps après cette histoire qui nous avait déjà été racontée en Chine, mais jamais officiellement. Une question quand même, Martina Larregnault, c'est pour ça que vous êtes là, est-ce que c'est possible? Oui. C'est théoriquement possible, cela paraît choquant, mais la biologie ne s'y oppose pas pour les grands singes anthropoïdes, à savoir les chimpanzés et les gorilles. C'est bien sûr un sujet délicat, nous ne pouvons rien vérifier de cette affaire-là, mais je suis allée récemment à un grand colloque sur les singes anthropoïdes. Il y avait un certain nombre de généticiens, j'ai téléphoné à l'un d'eux cet après-midi, et je peux vous dire en biologie stricte, rien ne s'oppose à ce qu'il y ait une alliance entre un chimpanzé et un homme ou une femme, une guenon ou un mâle, bien entendu. Il faut dire qu'il y a des ressemblances génétiques. Alors, les ressemblances génétiques sont énormes, et je crois que pour le comprendre, il faut regarder un peu cet arbre très schématique de l'évolution. Nous sommes tous venus des bactéries, et puis au travers de 4 milliards d'années, nous avons donné naissance à des végétaux, des insectes, des poissons, des reptiles, des oiseaux. Mais j'ai noté ici la différence très faible sur le plan de l'évolution entre les singes et les hommes, et qui n'est surtout pas plus grande pour ces grands singes que celle entre l'âne et le cheval. Or, tout le monde sait que l'âne et le cheval peuvent donner naissance à des hybrides qui s'appellent les mulets. La différence n'est pas plus grande entre eux qu'entre l'homme et les grands singes. Il faut dire qu'il y a des ressemblances de comportement. Alors, aussi. Il y a des ressemblances énormes de reproduction. La durée de gestation, les cycles, l'allaitement, le comportement maternel. Vous allez voir peut-être maintenant une photo d'une guenon, d'une gorille et de son petit. Et vous la voyez qui tient son enfant sur l'avant-bras. C'est le même geste, oui. Le même geste. C'est la seule espèce qui fait ceci, mais exactement comme les femmes. Et puis, au niveau des relations et des attitudes sexuelles, vous allez voir aussi sur un deuxième document que ces gorilles ont une attitude unique dans l'histoire animale, mais qui ressemble à la situation que l'on rencontre fréquemment chez les hommes et les femmes. Alors, du point de vue biologique, rien n'interdit. Il s'agit de la nature. La nature n'est pas contre. Maintenant, il reste le problème culturel. Et moral. Voilà, culturel et moral. Alors, évidemment, nous tombons dans le domaine des grandes réflexions et des grandes interrogations. D'abord, en a-t-on envie? Alors là, chacun peut répondre. Ce n'est pas évident. Le racisme est déjà une chose très répandue et contre laquelle on lutte, mais entre un singe et un homme, il est évident que la différence est grande. Le lieu d'habitation, le comportement, les habitudes, on n'en a pas vraisemblablement envie. Surtout la deuxième interrogation, qu'est-ce que cela donnerait? Alors, des sous-hommes, comme l'espéraient les Chinois. Des esclaves, mais peut-être des Cro-Magnons, des surhommes, pourquoi pas, des avortons, tout simplement, comme dans le cas de la guenon. En a-t-on le droit? Alors là, c'est une question très profonde, parce qu'il y a 10 ans ou 15 ans, quand on parlait des manipulations génétiques, quand on parlait du cloning, quand on parlait des bébés éprouvettes, la morale réprouvait. Et puis on a su le faire, et maintenant la morale réprouve un peu moins. Alors c'est un problème véritablement très délicat. Alors une question de votre compétence, est-ce qu'on en a les moyens? Alors, est-ce qu'on peut interdire, est-ce qu'on a les moyens de ne pas avoir une seule bavure sur la planète quand on sait faire quelque chose? Ça non plus, on ne peut pas le dire, car quand une expérience est interdite, les résultats ne sont jamais publiés. Alors en conclusion, je dirais que jusqu'à présent, l'espèce humaine, entre la prudence qu'elle a toujours manifestée et le péché d'orgueil, s'est débrouillée. L'apprenti sorcier s'est jusqu'à présent bien débrouillé. C'est un homme intelligent
pourvu que cela dure. Alors restez avec nous, Martina Regnault, parce que nous allons encore parler de science, mais de science en culotte courte. Nous avons en effet voulu savoir, à l'approche des fêtes de Noël, si les jouets scientifiques bénéficiaient toujours du même engouement que par le passé. Tant de techniques modernes sont passées par là entre-temps. C'est Patrick Esther qui a mené l'enquête. Et non, cette opération n'était pas une addition, mais un circuit. Celui que vient de programmer un gosse de 7 ans. En fait, ce camion n'est ni plus ni moins qu'un mini-ordinateur à roulettes. Pour l'enfant, ce jouet est une bonne initiation à l'informatique. Pourtant, l'aspect nouveau passé, ce type de jeu risque d'être mis au placard. Cette mode de l'électronique ne doit pas faire oublier qu'il existe depuis longtemps d'autres jouets à vocation scientifique. Des jouets qui développent une pensée logique. Se former l'esprit en s'amusant a toujours fait partie des désirs de l'homme et de l'enfant. Dis-moi Alexis, tu n'as pas peur que ça explose? Non. Pourquoi? Parce que je distille du sel. Alors c'est pas dangereux? Non. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce genre d'expérience? Je vérifie si c'est bien fait, vrai ce qu'ils ont écrit, et ça m'amuse. Et toi Sophie, tu l'aides? Non, je regarde. Là, tu fais des expériences de chimie plus tard. Tu veux devenir chimiste? Non. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je sais pas. Moi, je pense qu'il est assez légitime que des parents essaient de susciter en tout cas des vocations chez les enfants qui, lorsqu'ils sont jeunes, la plupart du temps, je crois, ne savent pas encore très bien ce qu'ils veulent faire. Et je crois qu'ils ne peuvent se faire une opinion de ce qu'ils veulent faire plus tard que justement à travers des expériences que peuvent leur susciter leurs parents, ne serait-ce qu'à travers des jeux et des jouets à caractère scientifique, technique, disons, d'un caractère manuel. À défaut de former des scientifiques, ces jeux permettent aux enfants d'avoir une meilleure approche du monde dans lequel nous vivons. Au XXe siècle, nul n'a plus le droit d'ignorer les lois qui régissent notre environnement. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans le travail au microscope? Là, c'est pour savoir comment et de quoi est formée une pomme de terre. Ça te préoccupe vraiment? Par curiosité un peu, puis aussi pour m'instruire. Mais même au nom de l'instruction, certains fabricants auraient pu se dispenser de fournir une grenouille dans le formol, une simple carotte pouvant en apprendre autant sur la vie des cellules. Bien, je viens d'apprendre que le Parlement s'était prononcé contre l'utilisation des codes en ville. Le Parlement, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat réunis, mais c'est un vote qui n'a pas d'incidence sur la validité du décret qui, vous le savez, impose donc l'utilisation de ces codes en ville. En sport, un petit gloussement de joie pour les tricolores. Perrine Pellen a renoué avec la victoire en remportant le slalom de la Coupe du Monde d'Altenmark. Cela faisait longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Et Serge Richez nous dira comment ça s'est passé. Altenmark, Autriche, deuxième slalom spécial de la saison. Au départ, Perrine Pellen. Au cours de la première manche, la Française prudente a réalisé le troisième temps, mais elle n'est qu'à 68 centièmes de la première, l'Allemande de l'Ouest Christa Kinshofer, et à 43 centièmes de l'Italienne Piera Macchi. Le tracé coulé convient parfaitement au style fluide de la Française. Alors Pellen attaque. Elle sera la plus rapide des candidates à la victoire et réussira le deuxième temps de cette seconde manche. Deuxième temps seulement de cette manche, car autre bonne surprise de ce spécial, Fabienne Serra. Malheureuse au cours de la première manche, elle avait tiré un dossard de départ trop élevé pour espérer glisser sur une neige fragile. Eh bien, Fabienne Serra va réaliser le meilleur temps de cette seconde manche et terminer 5e de l'épreuve. La semaine dernière à Piancavallo, victoire de Fabienne Serra. Aujourd'hui à Altenmark, la victoire de Perrine Pellen. Un joli début de collection 1980-1981 pour les Françaises, dans la seule discipline, il est vrai, où le ski alpin français est encore compétitif. Le quartet, vous allez voir s'inscrire sur votre écran les résultats et les rapports. Les résultats, vous le voyez, 17, 16, 14 et 7. Les rapports dans l'ordre près de 70 000 francs et dans un ordre différent, un peu plus de 5 500 francs. Je vous rappelle ce que nous disait Laurent Bromède. D'abord, le temps d'aujourd'hui, vous le voyez, relativement positif, bien que le ciel soit légèrement encombré. Demain, le temps sera ensoleillé dans le sud, des éclaircies dans l'ouest et des pluies dès le matin sur la Bretagne. Beaucoup de nuages noirs sur tout l'Hexagone. Le dernier journal vous sera présenté par Paul Amar aux environs de 23h30. Et puis demain, toujours antenne de midi à 12h45. Bonsoir à tous.